s'est tenu le samedi 26 mai 2018 à Leuven en Belgique un forum dénommé Forum du Conseil national de transition citoyenne CNTC. Quels en étaient les objectifs et quelles décisions ont été prises? Suivez cela dans le reportage ci-après de l'info en ligne des Congolais de Belgique réalisé par Gérard Kanabassao. Autre chose que le Conseil national de transition citoyenne. Comme ça, on ne dira pas Monsieur le Père. Non, on ne dit pas Monsieur le Père. Révérend Père, non, ne l'appelez pas Révérend Père. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo, soyez les bienvenus dans ce cadre, dans ce monastère des frères franciscains. Ce monastère était inauguré après la Seconde Guerre mondiale, en 1950. Et depuis lors, il y a un centre européen qui est hébergé ici pour le dialogue et la formation. C'est dire que nous avons choisi ce cadre pour méditer et sortir d'ici avec des décisions graves. Car, mesdames, messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, est en danger. Il est à un tournant décisif de son histoire et fait face à une crise constitutionnelle qui remet sérieusement en question son existence en tant que pays souverain. Cette situation a engendré une crise généralisée aux conséquences désastreuses pour le peuple congolais que nous sommes. Face aux crises récurrentes que connaît notre pays depuis de nombreuses décennies, une succession d'agressions et de rébellions a engendré un cycle permanent de conflits et de violences. Ce cycle de violence et de conflits est soutenu et entretenu surtout par des pays voisins de la région du Grand Lac, notamment, nous le citons, le Rwanda et l'Ouganda, qui occupent notre pays. Ils ont infiltré toutes les institutions de l'État et les instruments du portefeuille de l'État. Les Congolaises et Congolais, tant de la diaspora que de l'intérieur du pays, se sont mobilisés pour entreprendre diverses actions de sensibilisation, de conscientisation, de protestation, de manifestation, de marches pacifiques, de conclaves, de congrès, de dialogues et des états généraux pour libérer leur pays. Mais toutes ces tentatives de solution ont échoué. Parce que l'ennemi est toujours là. Il occupe toujours notre pays. Tant que nous n'avons pas de résultats concrets, tant que ce régime est encore là, nous ne pouvons pas dire que nous avons réussi. Il y en a qui se contentent d'être toujours combattants. Mais nous devons dire aujourd'hui, nous passons de la réflexion en action. Parce que pour libérer le pays, il faut une action. Il est utopique de croire et d'espérer qu'un pays occupé comme le nôtre puisse organiser des élections crédibles et démocratiques. C'est impossible. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, aujourd'hui, l'expression « prenons-nous en charge » prend tout son sens. Ce n'est plus un slogan. Il doit devenir une réalité immédiate et qui s'impose à nous aujourd'hui. Nous devons nous prendre en charge. Car la libération de notre pays ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de Washington, ni de Bruxelles, ni de Paris. La libération de notre pays viendra de nous-mêmes. Par conséquent, étant donné que
le mandat constitutionnel de tous les acteurs de l'État est largement dépassé et qu'il n'y a aucune volonté de trouver une solution constitutionnelle durable pour sécuriser la nation qui est en danger, il devient urgent que les Congolaises et Congolais se donnent un cadre de résistance devant leur permettre de mettre fin à ce chaos organisé intentionnellement. C'est pourquoi il est impératif de nous mettre ensemble. On le dit souvent, cette histoire. Mettons-nous ensemble. Mais quand on se met ensemble, il y a des divisions. Bien sûr qu'il doit y avoir des diversités. Mais aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble au sein d'une structure unie afin de canaliser. Et quand nous disons mettons-nous ensemble, tant de la diaspora que de l'intérieur du pays. Nous saluons la présence de nos délégués qui viennent du Congo. Ils viennent d'arriver ce matin. Voilà. Donc nous devons nous mettre ensemble dans la lutte qui nous mène pour ramener le pays dans l'ordre constitutionnel ainsi qu'à l'avènement d'un état de droit. L'objectif de la transition pour nous est la mise en place d'une charte constitutionnelle, d'une charte de transition et de parvenir dans un délai raisonnable à un retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections libres et démocratiques et transparentes. Cette charte ne remplace pas la Constitution, la charte complète la Constitution. Lors de ce congrès à Namur, oui, des résolutions avaient été prises pour la poursuite des concertations intercongolaises en vue de trouver un consensus autour du thème de la transition citoyenne. Et ce comité de coordination a travaillé, a été chargé d'assurer le suivi, d'organiser le forum que nous connaissons aujourd'hui et nous sommes réunis. C'est le résultat de ces travaux-là. J'arrive à la fin pour vous souhaiter encore la bienvenue dans ce forum et je souhaite que ces travaux puissent être dans un débat ouvert mais constructif, s'il vous plaît, afin qu'au départ d'ici, nous ayons des résultats concrets. Je déclare donc ouvert les travaux du Forum congolais pour un consensus sur la transition citoyenne en République démocratique du Congo. Une fois adoptée, la charte constitutionnelle de transition devient une loi fondamentale qui sort du cadre classique des régimes politiques tels qu'on les connaît. Elle comporte des spécificités qui en font un texte spécial et particulier ou de son propre genre. Autrement dit, un texte sui generis. L'organisation et l'exercice des pouvoirs de la transition démontrent le souci de procéder à une législation et une légitimation des différents pouvoirs de l'État en mettant l'accent sur l'aspect réunificateur et consensuel de ces désignations. Le préambule. Nous, sous-signés, filles et fils, citoyens de la République démocratique du Congo, réunis à Bruxelles le 26 mai 2018. Conscients que la République démocratique du Congo, notre pays, est présentement à un tournant décisif de son histoire et fait face à une crise constitutionnelle qui remet sérieusement en question son existence en tant que pays souverain. Conscient donc de l'absence de paix durable et de développement quelconque dans tous les domaines de la vie nationale de la République démocratique du Congo
depuis plusieurs décennies. Considérant que cette situation s'est empirée depuis, alors là, je fais une pause pour noter la date, le 17 mai 1997, avec l'entrée à Kinshasa, précisément, de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, qui a suscité une rébellion entraînant le pays dans une succession de guerres interminables. Considérant que la situation des crises récurrentes que connaît notre pays depuis de nombreuses décennies, due à une succession d'agressions et de rébellions, a engendré un cycle permanent de conflits et de violences. Considérant que le dit cycle est soutenu et entretenu par les gouvernements successifs du régime en place en République démocratique du Congo et par les pays voisins de la région des Grands Lacs, avec la complicité de certains pays de la communauté internationale. Considérant que ces guerres d'agression continuent à engendrer une crise généralisée aux conséquences désastreuses pour le peuple congolais. Que le régime au pouvoir à Kinshasa refuse d'adopter les méthodes démocratiques qui peuvent consolider l'établissement d'une véritable autorité de l'État sur l'ensemble du territoire de la République, malgré toutes les tentatives de solutions internes, des dialogues internes entre acteurs politiques congolais et externes, les différentes résolutions prises par les Nations Unies et les recommandations faites par plusieurs organisations telles que le Soutien africain, Southern African Development Community, SADC, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL, et l'Union africaine et l'Union européenne. Considérant que le mandat constitutionnel de tous les acteurs et les actrices de l'État est largement dépassé et qu'il n'y a aucune volonté de trouver une solution constitutionnelle durable pour sécuriser la nation en danger, il devient urgent. Il devient urgent que les Congolaises et Congolais se donnent un cadre de résistance devant leur permettre de mettre fin à la gabegie et au chaos organisé. Il est urgent que plusieurs crimes et violations des droits humains dans le pays restent impunis. Que l'actuel président de la République est illégitime et illégal au regard des articles 69, 73 et 74 de la Constitution, la complicité de certains de nos compatriotes avec des envahisseurs leur ouvrant la voie à toute forme de corruption, de manipulation et de crimes sur un peuple affaibli et soumis. Nous, femmes et hommes libres, tous, citoyennes et citoyens de la mère patrie, tant de la diaspora que de l'intérieur du pays, interpellés par les dispositions des articles 10, 63 et 64 de la Constitution cités ci-dessus, par l'esprit de l'accord-cadre d'Addis Abeba, ainsi que par la motivation de l'accord de la CENCO, et là, je fais une pause pour dire que cet accord a été signé au 31 décembre 2016, nous sommes réunis au sein des mouvements citoyens, des organisations de la société civile, pour entreprendre diverses actions de sensibilisation, marche pacifique, conclave, congrès, dialogue, états généraux, pour le même objectif. Déterminés à reconstruire un état de droit en République démocratique du Congo et à défendre à tout prix notre indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la cohésion nationale. Réaffirmant notre adhésion à la Constitution de la République démocratique du Congo, à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte de l'Union africaine, ainsi qu'à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, vu l'urgence et la nécessité, adoptons dans des conditions
exceptionnelle, la présente charte de transition citoyenne devant régir désormais la République démocratique du Congo pendant cette période de la transition, en attendant le retour du pays à l'ordre constitutionnel. Mais quand vous disiez l'objet de la transition, l'objectif de la transition mise en place d'une charte constitutionnelle est de parvenir, ainsi de suite, l'organisation de l'élection libre, tout cela, on fait face à une transition. On fait face à une transition lorsque la Constitution a été suspendue ou abrogée, suivant suite d'une révolution, d'une crise politique ou d'un coup d'État. Il s'agit d'un changement brusque. Là, par exemple, nous ne voyons pas un paragraphe qui dit clairement que ce texte ne remplace pas la Constitution. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le travail qui a été réalisé parce que, il faut bien le dire, c'est un travail qui est très bien fait, très bien élaboré, ça c'est une première chose. Deuxièmement, je voudrais vous remercier aussi pour l'ouverture, parce que j'ai parlé avec Monsieur le Président Mapessa, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture et l'esprit de dialogue. Et donc, j'ai entendu dans son introduction qu'il poursuit dans la même orientation de dialogue. Je voulais aborder un peu avec ce que Padalas m'avait dit tout à l'heure là. Nous avons fait des observations sur le plan grammatical ou de retouche des textes. Je crois que nous ne pouvons pas aller trop en détail sur ça. Nous allons essayer de formuler ça et lorsqu'il y aura des commissions, on va essayer de les suggérer pour que nous puissions essayer d'avancer. Mais restons un peu dans la limite du temps pour que nous n'essayions pas de déborder par rapport au temps que nous avions fixé. Parce que ça donne une mauvaise image dans notre culture. Et il arrive parfois aussi que nous terminons nos réunions en queue de poisson parce que nous avons pris trop de temps dans les tralala et que maintenant il faut arriver à conclure. Parfois on conclut de manière un peu plus légère, si je peux dire ici. C'est pas bon pour nous. Je voudrais quand même donner une toute petite contribution sur les travaux. Je félicite d'abord les Congolais pour la peine qu'ils se donnent malgré leurs occupations pour pouvoir s'asseoir, pour réfléchir. Je crois que ce qui nous réunit en ce moment ici, nous sommes en train de faire un diagnostic pour un individu qui est à l'agonie. Et cet individu s'appelle la RDC. Je dis bien qu'il est à l'agonie et il est aux urgences. Alors, si nous, pour les sauver, il faut que nous puissions poser un diagnostic qui pourra identifier réellement de quoi ils souffrent. Le coordonnateur général, d'un secrétaire général et des secrétaires exécutifs est chargé de l'exécution de la présente charte de transition, d'assurer le suivi et le fonctionnement du Conseil national de transition citoyenne pour une durée de 3 mois maximum. Article 41. Composition du comité de coordination. Par consensus, les personnalités suivantes sont nommées membres du comité de coordination: le coordonnateur général, le secrétaire exécutif en charge de l'administration, le secrétaire exécutif en charge de la logistique, le secrétaire exécutif en charge des relations publiques, le secrétaire exécutif en charge des affaires juridiques, le secrétaire exécutif en charge de la sécurité, le secrétaire exécutif en charge de l'économie et des finances, le secrétaire exécutif en charge des relations extérieures, le secrétaire exécutif en charge des affaires politiques et administratives, le secrétaire exécutif en charge de la communication et médias. Article 42. La présente charte entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Leuven, Maman Monkassa, le 26 mai 2018. Félicitations pour un travail aussi bien fourni. Ma petite intervention porte sur l'article 7. Je ne veux pas aller au-delà, juste sur base de certains principes et de l'expérience que nous avons vécue dans notre pays. Une petite modification. Au lieu d'être une personnalité civile, que ça soit formulé ainsi, être Congolais de naissance. Tout simplement. Parce que
en nous focalisant sur la personnalité civile, on écarterait des officiers très patriotes. Prenons le cas de Charles de Gaulle, il n'a pas été un homme politique, un piètre politique. Il est demeuré, il est au Panthéon, et jusqu'au retour de Jésus-Christ, les Français l'adoreront. J'interviens à l'article 7, là où c'est marqué être compétent et impartial. J'aimerais ajouter aussi qu'il faudra qu'on ait quand même des qualifications. Dans cet article-là, c'est bien dit être compétent et impartial, mais qu'en est-il alors des qualifications de cette personne-là au niveau des études? Parce qu'on ne fait pas allusion ou on laisse passer comme ça. Lorsqu'on lit à l'article 6 la qualité ou les compétences qui sont définies pour le président de la transition, il doit être le symbole de l'unité nationale, ça c'est vrai, et le garant de la nation. Mais je pense que l'unité nationale, c'est quelque chose un peu de transcendant. Ce n'est pas simplement une qualité que l'on doit décréter, reconnaître à quelqu'un. Mais ça suppose qu'il y a tout de même tout un cursus qui fait qu'on a moralement une force nécessaire pour incarner cette unité nationale. Alors, maintenant à l'article 7, dire que le président de la transition doit être une personnalité civile, bon, congolaise de naissance, comme M. Kapita vient de souligner. Je pense que c'est une erreur de qualifier les choses de cette manière, parce que depuis le 1+4, nous savons très bien que c'est toute une politique d'infiltration et de manipulation qui a géré notre pays. Parce que si moi je viens ici, c'est certainement pas pour accepter que certaines choses qu'on a acceptées continuent à être tolérées. Et donc le 1+4, c'était en fait une manipulation pour endormir le peuple congolais et recoloniser à terme le Congo. Donc le président de la transition doit être quelqu'un qui ne peut pas avoir 35 ans. Les enjeux géopolitiques de notre pays supposent qu'on a une certaine maturité et qu'on a un certain âge. C'est quand même une période tout à fait exceptionnelle. On va préparer des élections. Peut-être que pour les élections à venir, là, on peut éventuellement mettre une commission pour voir si on peut éventuellement faire un peu de flexibilité par rapport à ça. Toutes les questions qui sont abordées ici, beaucoup de ces questions vont être examinées dans le cadre des commissions. Donc je voudrais simplement suggérer que l'on puisse discuter, ou plutôt décider de manière définitive d'adopter la charte après l'institution. S'il vous plaît. Merci. Et j'ai parlé avec papa hier soir, parce que si il fallait, tout était déjà imprimé quand vous avez suggéré tous ces changements-là. Et en fait, l'idée principale ici, pour nous, en envoyant, parce que ce texte a été proposé déjà au niveau de Namur. Donc, comme on le sait, chacun de nous a fait un parcours à part, donc finalement, votre proposition remettrait en cause le travail de ceux qui ont produit ce texte déjà avant, qui l'ont adopté. C'est pour cela que nous avons suggéré d'envoyer ce texte en prenant même le risque que ce texte se retrouve même ailleurs, là où ça ne devait pas être, pour permettre à tous les participants de le lire avant et de faire des propositions, comme Papa Omer l'a fait, et on a déjà tenu compte de ça en arrivant ici, c'était déjà fait. Mais en fait, ce que vous vous demandiez, c'était vraiment remettre tout en cause. Alors on n'avancerait pas. C'est-à-dire que nous, les Congolais, nous voulons nous compliquer la vie. Déjà à partir de cette charte, 11 ou 12 pages. Pourquoi? Pour en faire quoi? Parce qu'on pouvait faire une petite charte de 2, au maximum 5 pages. Tout est réduit.
Déjà ici, on discute du nombre des ministres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui convoitent déjà des postes. Ils veulent se retrouver dans ces gouvernements. C'est un gouvernement de transition. Et pour vous, la majorité ici, nous sommes dans la diaspora. Dites-moi, dans quel pays ici, où nous vivons en Europe, en Occident, un gouvernement de 40 personnes? Dans quel pays? Vous verrez qu'il y a des gouvernements de 15 personnes, 20 au maximum. Et ce sont des gouvernements qui réussissent. Est-ce que le nombre des ministres, c'est ce qui va faire réussir la transition? Et si nous pouvons avancer avec des propositions qui enrichiraient, qui modifieraient la charte que nous voulons adopter, ça serait la meilleure des choses, un peu dans le genre de ce que le professeur Maïd a proposé tout à l'heure, qui a été retenu. Nous devons gagner du temps. Je reviens sur l'article 24 dont tout le monde discute. Je voudrais aussi attirer l'attention de tout le monde pour dire que ce texte que nous allons utiliser, c'est comme un canevas. C'est un texte de base qui va nous servir pour le présenter, discuter, échanger avec les Congolais de la diaspora. Donc ce n'est pas un texte définitif parce qu'il y a encore ceux qui sont à l'intérieur du pays qui vont probablement aussi proposer quelque chose, mais nous devons avoir quelque chose sur la main. Toutes ces questions, parce que quand on commence à discuter sur le nombre de ministres, tout ça, il y a une commission qui est prévue pour ça. Organisation structurelle de la transition. Donc, nous proposons ceci. Maintenant, si on peut composer les commissions, peut-être qu'on va manger, et puis après ça, on entre dans les commissions, et puis sinon, on déborde et on risque de partir d'ici sans résultat. Le texte doit suivre au propre assez rapidement au secrétariat. Mais je vous informe que les travaux de la commission de la motivation de la transition citoyenne sont utiles et devraient être adoptés par l'Assemblée comme faisant partie de nos textes. Les objectifs de la transition citoyenne, mêmement. L'organisation structurelle de la transition, également, parce que nous ne voudrons pas nous réunir dans 2 semaines pour restructurer la transition. Il nous faut un texte de base. Nous croyons que ce qui a été fait l'a été avec efficacité. Il est vrai que c'est une chose que de mettre en place la structure de transition citoyenne pour sauver la République démocratique du Congo, mais c'en est aussi une autre que de mettre ce plan en pratique pour lui faire produire les effets que nous escomptons. Le premier écueil est que cette structure n'est pas prévue dans la Constitution congolaise. Or, dans notre souci de faire tout légalement, il convient de trouver une base juridique ou légale pouvant légitimer une telle démarche. Alors, il y a un second écueil qui est celui de trouver le moyen d'imposer, ou de faire aboutir cette entreprise de transition. En clair, il s'agit de montrer comment ce qui nous paraît être fondé en droit peut aussi, nous paraît être fondé en raison, peut l'être aussi en droit, et donc produire des effets concrets, palpables sur la scène politique congolaise. En revisitant la Constitution de la République démocratique du Congo, l'on peut se rendre compte à l'évidence que la situation politique que le pays connaît actuellement est extra-constitutionnelle. Or, un adage dit qu'à situation exceptionnelle, remède exceptionnel. En effet, si l'on considère la Constitution, l'on se rendra compte que les glissements à la tête des institutions politiques nationales
viole de nombreux articles de la Constitution, dont le plus patent sont les suivants. Article 5, alinéa 1 et 2. On ne va pas lire les articles, hein, vous permettez, pour qu'on aille un peu vite dans ce qu'on doit faire. L'article 7, l'article 64, l'article 65, l'article 66, l'article 69, alinéa 1 et 2, l'article 70, alinéa 1 et 2, article 73, article 74, alinéa 2. Alors, la deuxième... Donc, je vous ai dit qu'il y avait deux volets. Le premier volet, c'était la réponse au premier écueil, comment légitimer la mise en place d'une transition citoyenne. Nous disons de manière brève, parce qu'il y a tout un texte qui a été déjà préparé pour ça, une analyse minutieuse de tous ces articles que je viens de citer montre à suffisance que si on avait un Parlement national sérieux, comme c'est le cas dans les vraies démocraties, le président Joseph Kabila aurait déjà été destitué avec le système de l'impeachment de ses fonctions depuis très longtemps. Et ce n'est pas un hasard s'il s'est toujours assuré que toutes les institutions de la République, jusqu'à la Cour constitutionnelle, soient complètement à sa solde et sous sa botte. Car c'est pour lui extrêmement vital qu'une équipe de pseudo-juristes soit à toutes les échéances appelée à la rescousse pour embrouiller la situation politique par une interprétation hasardeuse et fantaisiste de la Constitution en sa faveur. Alors, concernant le deuxième écueil, nous pensons que ce sont les stratégies à mettre en place pour faire aboutir cette initiative de la transition citoyenne. Donc, nous ne pouvons pas les dévoiler au niveau de ce public. Je dis, je vous remercie. En termes d'objectifs, nous avons classifié les objectifs principaux ainsi que les objectifs spécifiques. Ça commence ainsi. Face au chaos que traverse notre pays, les objectifs de la transition sont à l'aune de cette situation exceptionnelle qui prévaut dans notre pays. Ainsi, les objectifs principaux sont stabiliser le pays et restaurer la paix et la sécurité en vue de garantir l'organisation des élections libres et démocratiques. Retrouver la maîtrise de notre destin en restaurant la souveraineté et l'indépendance. Deuxième point, les objectifs spécifiques. Mobiliser les ressources financières, humaines, culturelles et économiques, en assurer une bonne gouvernance. Réorganiser l'administration publique, restaurer l'éducation et la dignité du peuple congolais, promouvoir le volontariat, le civisme et le patriotisme responsable. Nous avons eu une commission difficile parce que la charge qui nous était incombée était telle que nous devions atteindre les objectifs de la transition pour définir les structures de cette transition. Mais on s'est efforcé, on a eu les deux professeurs de droit, nous sommes efforcés pour travailler. Nous sommes partis du titre 3 de la charte. Oui, titre 3 de la charte qui parle de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Là, nous avions eu à rectifier le titre de cet énoncé qui parlait de la République
à la place de la République, nous avions eu à mettre de la transition. Titre, ça veut dire des institutions de la transition et non de la République. Article 5. Et on a pensé que les structures de la transition sont aussi les gouvernements provinciaux qui ne sont pas repris, sur la charte, la CENI aussi, et puis le Conseil justice, paix et réconciliation. Nous avons pensé que ça soit aussi une structure de la transition. Et à l'article 7, nous avions eu à parler de l'âge arrêté de 40 à 75 ans au plus. Malheureusement, je tombe. Et encore des compétences, on a ajouté l'expérience, qualification et niveau académique. Bien sûr, il y a eu un débat là-dessus, on voulait déterminer, mais il y en a il y a une voix qui s'est levée pour dire qu'on laisse à la plénière l'appréciation. À l'article 10, nous avions eu à ajouter la coordination élargie. Article 10, mode de choix ou de désignation du président. Le président de la transition est choisi par un comité de coordination élargie sur une liste de 3 personnalités de notoriété publique sur base des critères ci-après. Bon, je ne m'étale pas à lire tout ça. Voilà, nous avons eu la commission, la décrispation politique en République démocratique du Congo en période de transition. OK. Alors, nous avons eu la plus belle des commissions parce que là, on a eu un président qui a vraiment introduit les débats avec l'historique du Congo. Il nous a parlé de la situation politique, même des années 60. Et ensuite, il est allé vers Mobutu et jusqu'à terminer avec Kabila. Et c'était un peu... on a vécu l'histoire. Alors, après, on a demandé à ce qu'on puisse rentrer dans les vifs du débat. On a communiqué, on a échangé et on a eu des têtes qui ont résonné parce qu'il y avait un membre qui a soulevé les points comme quoi est-ce que c'est une transition avec ou sans Kabila. Et là, c'était clair que, voilà, peut-être qu'il n'a pas pris le temps de lire parce qu'on pouvait voir dans les textes qu'il y avait quand même la logique que c'était une transition sans Kabila. Mais lui, il a insisté, il a dit qu'il fallait nommer les chats par son nom. Donc, tenez compte de ça. Et puis, après, on a commencé les débats. Et donc là, je vais vous épargner des détails de l'historique. On est allé directement dans les propositions pour... ce qui pouvait être de la décrispation. C'est un mot très difficile, je vois que même les présidents ici... Voilà, donc d'abord il fallait... On a regardé décrispation et réconciliation. Ce sont presque des synonymes et on s'est mis d'accord que c'était dans les mêmes sens. Donc, il n'y a pas de problème. Qui parle de décrispation parle aussi de réconciliation. Mais alors, il fallait éviter l'amalgame. C'est-à-dire, quand vous parlez de réconciliation, comme on dit à Lingala, c'est-à-dire, on peut décrisper la situation, mais on ne va pas vous laisser faire. Vous devez payer et répondre de vos actes. Et là, on était tous d'accord que les gens qui ont commis des crimes au Congo devaient répondre de leurs actes. Et là, on a commencé des propositions. La première proposition, on a dit qu'il fallait d'abord renforcer la justice au niveau de l'État. Donc, au plus haut niveau de l'État, partout dans l'administration, il fallait renforcer, réhabiliter l'administration. En fait, ces 2 points, renforcer la justice, ensuite réhabiliter et renforcer l'administration
publique. Au troisième point, il y avait aussi l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité. C'est-à-dire, comme je venais de le dire, il fallait que les gens qui ont commis des crimes humanitaires au Congo, donc Kabila, ils devaient répondre de leurs actes. Et après, on a proposé qu'il fallait aussi interdire pendant la période de la transition le dédoublement des partis politiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de wenge musica dans les partis politiques. Il fallait laisser le temps aux partis politiques d'exercer, mais il ne fallait pas qu'il y ait des groupes, des groupuscules. Ça c'était de la distraction et ça, on ne pouvait pas les permettre pendant la période de la transition. Ensuite, nous sommes allés au niveau du droit de manifester. Là aussi, on a dit qu'il fallait que les gens puissent manifester librement. Et ensuite, on a aussi proposé qu'il y ait une liberté d'expression à tous les niveaux, même pour les médias privés, donc les gens puissent s'exprimer clairement, facilement et sans problème, sans discrimination et avec parité surtout. Et après, on a dit qu'il fallait aussi appliquer les accords du 31 décembre 2016. Parce qu'on a remarqué que dans ces accords, vous allez remarquer qu'il y a presque tout ce qu'il y a de la décrispation et de la réconciliation. Si ces accords étaient appliqués, on ne serait pas là aujourd'hui. Je pense qu'on serait quand même dans une situation décrispée. Alors, voilà, donc il y a un point qu'un membre a proposé par rapport aux rébellions. Parce que dans les textes, vous avez dit, il y a un article qui dit qu'il fallait, donc les personnes qui ont participé à des rébellions ne pouvaient pas faire partie de la transition. Nous, on a regardé, et puis les frères, les compatriotes, il a dit, mais il y a des rébellions disons, qui agissent pour les biens du peuple, qui se battent pour la libération du pays. Donc, il fallait quand même traiter ces cas, au cas par cas. Donc, il ne fallait pas englober tout le monde, comme quoi les rébellions, pas question, on ne veut pas de vous. Voilà, bref, je vais terminer parce que ça devient très long, qu'il fallait que la situation au Congo ait un leadership. D'ailleurs, ce qu'on a dit ici, il faut vraiment un leadership au niveau au sommet de l'État. C'est-à-dire, par exemple, un président ou l'administrateur qui va instaurer vraiment l'éthique, la commission de l'éthique pour rétablir la décrispation totale en République démocratique du Congo en période de transition. Et c'est ainsi que nous avons insisté pour que cette fois-ci, ça soit pris en compte et que dans l'avenir, que chaque Congolais qui assumerait des fonctions publiques devrait savoir que je dois me comporter dignement et conformément à la loi. Et que lorsque on tombe dans tout ce que nous sommes en train de dénoncer, qui nous amène à des crises politiques à répétition, eh bien, il pourra y avoir des gens qui vont être bannis de la vie politique chez nous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres qui ont parvenu à faire ce précieux travail et éventuellement tous les intervenants, à savoir professeurs, techniciens, ainsi de suite. Donc là, j'ai mis un point sur ce que Madame venait d'ajouter en ce qui concerne la diaspora. Je voulais juste souligner que, vous savez, si vous vous référez à la constitution actuelle, la diaspora a joué un rôle très important. Je tiens à souligner là-dessus que n'oubliez pas que la constitution a été faite à l'université de Liège. Et surtout, parmi ces universitaires, il y avait certains professeurs congolais. Mais avoir un diplôme universitaire, c'est vrai. Moi, je crois que tout président doit avoir un diplôme universitaire, c'est important. Mais je crois qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à un diplôme universitaire. C'est vrai, on a, pour le moment, comme nous avons le petit qui est là, nous croyons que, tellement il est médiocre, eh bien, nous croyons que, en fait, on est, pour moi, nous sommes focalisés sur la médiocrité. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas universitaire, mais qui est efficace. Bon, je fais la parenthèse. Je voulais juste dire ceci, que un diplôme universitaire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Présomption.
Moi, je crois qu'il faut aussi que la personne qui doit conduire la transition soit quelqu'un d'intègre dans la mesure où, non, je vais m'expliquer, qu'il ait au moins un sens du milieu traditionnel aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il ait au moins des assises traditionnelles. Parce qu'on peut être un universitaire un peu déraciné. Eh bien, ça peut ne pas être... Pour moi, en tout cas, il faudra ajouter quelque chose à côté des universitaires en rapport avec les racines traditionnelles. Alors, il y a aussi quelque part où on a dit, il faut, quand il jure, il doit dire, oh Dieu, c'est bien. Mais vous savez vous-même que nous vivons dans un monde où il y a des pièges. Pardon, on a pas juré à Dieu. Il jure à Dieu d'abord. Oui. C'est très bien. Il jure devant Dieu. Devant Dieu, c'est très bien. Mais nous savons nous tous qu'il y a beaucoup de pièges. Des dieux de qui, on ne sait pas. Personnellement, je le dis, si nous devons faire la différence, nous devons aussi dire devant Dieu et les ancêtres quand même. Non. C'est une proposition. Je m'explique. Non, c'est vrai. Non, vous savez que quand nous parlons de l'Ancien Testament, on nous rappelle toujours les ancêtres de Jacques, ce sont des ancêtres des Juifs. Les Juifs, c'est le seul peuple qui continue à se développer entre modernité et tradition. Et c'est ça qui fait leur force. On ne peut pas dissocier la modernité et la tradition. Ce n'est plus au niveau de Dynamique Congo ici. Nous sommes ensemble avec d'autres dans le cadre du Conseil national de transition citoyenne. Donc c'est déjà... Dynamique Congo fait partie, mais au-delà de Dynamique Congo, il y a d'autres structures aussi qui sont avec nous. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu ici faire exactement? Ici, en fait, c'est l'aboutissement de ce qui a commencé à Namur. En février, il y a eu une conférence qui a mis sur pied ce Conseil national de transition. Et on a donné une mission à un comité pour faire le suivi et aboutir à élargir encore le cadre et arriver à faire aujourd'hui un forum de consensus pour que nous puissions avoir le plus grand nombre de Congolais dans cette vision de la transition citoyenne. Et c'est le résultat des travaux que nous faisons aujourd'hui. Alors, qui a participé à la conférence de Namur? Il y a eu plusieurs associations. Ce serait, si j'oublie certaines, ça peut porter préjudice. Non, mais ce qu'il faut dire, il y a eu nos amis de l'intérieur du pays qui étaient aussi représentés. Ça, du Congo? Du Congo, qui étaient représentés. Et ça, c'est le plus important. Ces liens-là que nous faisons, même aujourd'hui, les liens que nous faisons avec les associations, la société civile, je dirais l'élite de professeurs d'université de Kinshasa et surtout les signataires du manifeste citoyen de Paris. Nous faisons un travail d'ensemble. Et c'est ça qui est plus important au lieu de voir les associations qui étaient représentées. C'est plutôt ce caractère global, inclusif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir la charte. D'avoir la charte et d'avoir une équipe qui va travailler selon la charte qui va être votée aujourd'hui, pour que nous ayons des actes concrets de la transition. Évidemment, il y a certaines choses stratégiques qui ne vont pas être traitées ici, ça c'est sûr. Alors, mais vous êtes ici, comment comptez-vous appliquer cette charte au niveau de notre pays? Parce que ce n'est pas aussi facile. Non, la charte, elle va être appliquée dans le sens que, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que... Nous ne formons pas ici un gouvernement d'exil. Non. Nous sommes aussi dedans. Nous sommes aussi dedans et nous savons que ce garçon qui se maintient au pouvoir devra partir
un jour. Et ça sera très bientôt. Oui, mais c'est tout ce que je peux dire. Donc, vous ne voulez pas me dire comment vous entendez appliquer les décisions qui seront prises ici, les résolutions qui seront prises ici. Comment vous allez... Parce qu'on sait bien que ceux qui sont au pays ne veulent pas céder. Vous avez bien dit, les garçons qui sont là, ils ne veulent pas céder. Mais comment entendez-vous le faire partir finalement, pratiquement? Ce n'est pas vraiment devant un micro comme ça qu'on va dire certaines choses. Non, nous savons qu'il devra partir. Bon, maintenant, pour terminer, vous avez un dernier mot pour ceux qui nous suivent à Kinshasa et de par le monde. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de mobilisation? Je dirais qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe ici. Même si ils ne sont pas présents, mais on a pensé à tout le monde et que tout le monde peut adhérer. C'est un peu comme le manifeste de Paris. Tout le monde n'était pas à Paris. Mais après, il y a eu des adhésions parce que cela concerne tout le monde. Et ça concerne surtout le peuple. Et mon appel serait que vraiment que tous ceux qui veulent un changement, un vrai changement dans notre pays, adhèrent à la charte que nous allons adopter aujourd'hui.